Eh bien, John le Carré, merci d'être là ce soir. Alors vous qui avez si souvent dans vos romans raconté des interrogatoires, pourquoi fuyez-vous plutôt souvent les questions des journalistes? Vous savez, je suis écrivain par profession, je ne suis pas espion, et je préfère observer, et j'ai une crainte effroyable que si on trop parle, on n'écrit pas assez. Alors, hier, je vous ai rencontré, je vous ai proposé une traduction simultanée où vous auriez le choix entre cette traduction et puis le français. Et puis vous m'avez dit, oh non, non, pas du tout, je veux parler français pendant toute l'émission. Or, je dois dire, c'est admirable et les Français vont apprécier, bien entendu. Mais enfin, vous n'avez pas l'habitude, dans les Cornouailles où vous habitez, de pratiquer notre langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez, j'étais professeur des langues, mais j'ai appris l'allemand et pas le français. Et je suis allé à l'Alliance française à Londres pour renouveler, pour rafraîchir mes connaissances françaises. Et ça m'a fait grand plaisir. C'est-à-dire que pour préparer cette émission, vous êtes allé à Londres, à l'Alliance française, et vous avez reçu des cours de français. Pendant combien de temps? J'ai fait 30 heures. 30 heures. 30 heures. 30 heures. Oui. Alors, ça... avec Jacqueline, avec Rita et avec Roland. Alors, c'est quand même admirable, mais c'est là où on retrouve quand même quelque chose qui se passe dans votre livre, c'est que vous êtes un vrai professionnel. Et quand un agent secret a une mission, eh bien, il la prépare sérieusement. Et vous avez fait la même chose. Oui, j'avais pensé qu'il faut mieux faire un échec en français que de réussir en anglais. Alors, je vous présente les trois invités qui dialogueront avec vous. Philippe Labro, qui est romancier, journaliste, metteur en scène de cinéma et qui est actuellement directeur des programmes de RTL. Et puis Catherine David, qui est romancière et journaliste au Nouvel Observateur. Et puis enfin Édouard Baird, qui est historien et journaliste et notamment grand reporter à Newsweek. Alors, que je vous explique à tous les trois et aux téléspectateurs comment, grâce à une cravate, j'ai enfin pu obtenir l'accord de John le Carré de venir ici. Alors, c'était à Capri, il y a 2 ans. Nous y étions tous les deux parce que nous étions récompensés tous les deux. Et John le Carré parce que vous receviez la récompense d'un écrivain européen et moi comme journaliste européen. Et je suis arrivé le samedi soir très en retard, le dîner était commencé et je me suis dit est-ce que je veux une cravate ou pas. Puis je me suis dit quand même les Italiens sont très élégants, j'ai donc mis une cravate. Je suis arrivé au repas, il y avait 200 personnes, repas offert par les éditeurs italiens et je me suis aperçu qu'aucun homme ne portait une cravate. J'ai donc vite enlevé la mienne et je l'ai mise dans ma poche. Le lendemain, à l'hôtel de ville de Capri, on remet les prix. J'arrive, je n'ai pas de cravate. Tous les hommes avaient une cravate. Alors, on me remet d'abord ma récompense, et puis je fais un petit laïus de remerciement, et je dis 2 choses. Je dis d'abord, je raconte l'histoire de la cravate, puisque j'étais débraillé, et je dis, regardez, John le Carré, lui, c'est un vrai Anglais, il connaît l'usage, il connaît le savoir-vivre, et il avait une cravate, il sait quand il faut mettre une cravate, et il sait quand il ne faut pas mettre une cravate, tandis que moi, je ne le sais pas en bon français. Et puis la deuxième chose que j'ai dite, c'est que j'avais un peu scrupule à recevoir ce prix, puisque j'avais devant moi quelqu'un qui montrait à lui tout seul les limites de mon émission, puisque ça faisait des années et des années qu'il refusait d'y passer. Et alors, à ce moment-là, John le Carré a eu un geste magnifique. Il a fait ceci. Il a fait ça, il a retiré sa cravate. À ce moment-là, nous avions tous les deux le col ouvert. Et il me l'a montré, il m'a dit, il suffira de me montrer ceci et je viendrai à votre émission. Et cette cravate, c'est la vôtre, que vous m'aviez offerte il y a 2 ans. Merci. Mais vous pouvez le retenir. Ah, merci. Ben, écoutez, ça me fera un très très bon souvenir. Et donc, voilà, je vais faire une émission sans cravate, ce qui va me changer. Votre éditeur, Robert Laffont, vient de publier la traduction de John le Carré de votre dernier roman, La Maison Russie, qui est un best-seller dans tous les pays où il est déjà paru, notamment aux États-Unis, et où il a déclenché pas mal de controverses. Il est vrai que c'est le premier roman d'espionnage qui prend en compte la glasnost et la perestroïka. Alors, c'est un roman traduit de l'anglais par Mimi Perrin et Isabelle Perrin, mais nous en parlerons de ce roman dans la deuxième partie de l'émission. Je voudrais d'abord que les Français fassent connaissance avec John le Carré. Et d'abord, une chose évidemment assez étonnante, c'est que votre vrai nom, c'est David John Moore Cornwell. Oui. Et vous avez choisi comme pseudonyme un nom qui sonne plutôt français, Le Carré. Pourquoi ? Alors,
je vais vous dire la vérité et puis je vais vous dire un mensonge. La vérité, c'est que j'étais, au temps où j'ai fait mes débuts d'écrivain, j'étais encore dans le Foreign Office et on m'a dit, c'était l'avis officiel, il faut choisir un nom de plume. Alors je suis allé à mon éditeur anglais, il a dit, alors choisissez quelque chose de très simple, de très anglo-saxon, Chunk Smith, Herb Brown, etc. Et puis j'ai choisi John le Carré. Et la vérité, c'est que je ne sais pas d'où vient ce nom. Mais la vérité est toujours tellement ennuyante que pour les journalistes, j'ai inventé la fiction, que j'étais dans un autobus de Londres, j'ai vu un magasin de chaussures et il s'appelait le magasin de John le Carré. J'ai volé le nom, mais c'est un mensonge. Bon, alors, pourquoi, pendant de nombreuses années, vous avez refusé de dire que vous aviez été un agent secret? Et maintenant, volontiers, vous le dites, enfin, en vous forçant un peu. Pourquoi avez-vous refusé longtemps de dire la vérité là-dessus? Je n'ai pas refusé de dire la vérité. Je ne l'ai pas mentionné, c'est tout. Mais c'est la tradition de ces services. Et au commencement, j'étais très modeste à ce sujet, mais maintenant, il y a des livres, des anciens membres de ces services qui ont fait mention de moi et c'est devenu ridicule. Oui. Et alors, je l'avoue. Vous l'avouez. Oui. Depuis combien d'années? Voilà. À l'égard des détails, je suis encore très modeste. Ouais. Édouard Baird, question? Mais depuis 30 ans, je n'en sais plus rien. Ouais. Il faut le dire. C'est charmant que les journalistes disent je suis chef de l'intelligence service, etc. Oui. Mais mon écriture, c'est un acte d'imagination total. Ouais. Je ne m'occupe pas du tout de l'authenticité. Il s'agit de la crédibilité. Ça a dû beaucoup transformer les services secrets, en fait, vos romans. Oui, ça c'est charmant. Je crois que je suis en partie responsable du fait que John le Carré a pour la première fois ouvertement avoué qu'il a fait partie du monde secret. Il se trouve qu'en 1983, moi je préparais une couverture pour Newsweek sur lui, et avant de le rencontrer sérieusement, nous nous connaissions déjà, mais peu, j'avais fait moi-même une enquête assez poussée. Vous avez été l'espion de John le Carré? J'ai été un peu l'espion de John le Carré, du passé de John le Carré. J'ai rencontré des gens dont beaucoup sont morts maintenant, qui m'ont raconté des choses très intéressantes sur lui, et je l'ai confronté. La première fois que nous sommes rencontrés, je me rappelle, c'était au Grill du Connaught, et j'ai commandé une très bonne bouteille de Bourgogne. Le sommelier du Connaught, qui était censé être celui du général de Gaulle, était très très content de cette commande. Nous avons bu cette bouteille. Je lui ai dit, voilà, je ne voudrais pas vous gêner, mais je voudrais vous dire ce que les gens disent de vous. Et puis j'avais des notes et j'ai sorti, voilà, un tel qui dit ceci, l'autre qui dit cela. Et je crois qu'à la suite de ça, c'était une façon, bon, je ne pouvais pas faire autrement, mais c'était une façon de l'amener sur ce terrain-là. Et par la suite, il m'en a dit beaucoup. Et moi, j'ai appris encore plus, etc. Ouais. À quel âge a-t-il été recruté par les services secrets? Parce que finalement, vous le savez. Alors, à quel âge a-t-il été recruté? Je crois que je ne peux pas affirmer de façon précise, mais je crois que la version qui est racontée dans Un parfait espion du jeune homme à Berne, qui est pris par un homme qu'il admire, mais qui l'attire sans l'attirer. Et tout ça, d'ailleurs, est admirablement montré dans la version télévisuelle que j'ai vue, d'ailleurs, avec vous, dans votre maison, qui est tout à fait extraordinaire. Et je sais qu'en la regardant, j'ai compris que c'était vrai. Alors, c'est quel âge? C'est 17-18 ans? 18 ans. 17-18 ans. Ouais. Et je crois. Ouais. Par la suite, je crois aussi. Oui, oui. Alors, il y a cette période, avant d'entrer au Foreign Office, ayant quitté Eton, où il était professeur, pendant 2 ans, c'est le vague. Et là aussi, j'ai des bonnes raisons de croire que pendant cette période, il a été non pas à MI6 dans les SIS pour les services intérieurs, la DGSE, mais il a été
travaillé, peut-être contractuel, peut-être à plein temps, pour l'équivalent anglais de la DST, et qui a fait des choses assez extraordinaires, puisque il a fait des choses illégales, il aurait fait des effractions dans des bureaux, il aurait fait des choses qui n'étaient pas du tout couvertes par ses chefs, et si par hasard il avait été piégé, ou s'il avait eu une certaine malchance, ça aurait pu très mal tourner pour lui. Philippe Labro. Mais dans l'espionnage tel que vous l'avez donc pratiqué, puisque vous l'admettez aujourd'hui, et dans vos romans, il y a toujours un moment donné où même si vos romans traitent beaucoup de la psychologie, et dans l'espionnage aussi la psychologie compte, l'action intervient, et donc la violence. Dans vos livres, on liquide les agents. Il y a des moments forts, il n'y a pas un cadavre par page dans les livres de John le Carré, mais il y a toujours la mort qui est présente. Et donc ma question est très indiscrète et évidemment vous n'allez pas me répondre. Mais j'aimerais quand même savoir si dans votre vie d'espion, vous avez jamais ou commis ou été impliqué dans un acte de violence qui pouvait même amener à un crime, à un homicide. Je ne peux pas répondre. Vous savez, pour moi, c'est une vie terminée. C'est une vie finie. Mais je sais que quand j'étais petit déjà, j'étais espion. Avec 8 ans, je suis venu d'une famille très curieuse. Mon père était négociant ambitieux, trop ambitieux. Il était souvent en prison, il a toujours souvent fait faillite. Et il était aussi très aimable et très ambitieux pour nous. Et il nous fallait, mon frère et moi, il nous fallait dissimuler, dire que nous étions riches quand nous étions pauvres, observer pour survivre, dire que nous étions de la grande bourgeoisie quand nous étions des parvenus. C'était une mentalité que j'ai héritée de ma jeunesse, que j'ai appliquée pour peu de temps dans une carrière qui est devenue ma credit balance, ma bilan à la banque comme ma jeunesse, mais c'est une vie qui me sert comme théâtre, comme comédie humaine rétrospective. Oui. Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous est arrivé dans votre vie d'agent secret de lutter avec ou contre des espions français? Non, Jamais. Jamais. Portiez-vous un revolver? Non, Non, mais jamais. pas- Non, mais pas aujourd'hui. Ah, mais si. Hein? Non. Non. C'est pas d'importance. Ouais. Un revolver, c'est... Alors, vous avez dit ceci dans un pur espion. Et c'est un personnage qui dit « Nous ne sommes, nous, les espions, que des escrocs légaux. Oui. Nous mettons notre nature de malfaiteurs au service de l'État. » Oui. Vous feriez vôtre cette phrase aujourd'hui sur les... Oui, ça réfléchit parfaitement ce que j'ai dit à Philippe. J'avais une jeunesse qui pouvait aller comme ci ou comme ça. J'aurais pu devenir petit criminel, peut-être. Mais une combination de l'éducation anglaise dans les pensions, la vocation coloniste que nous héritons, ça m'a dirigé vers la service public. Mais c'est vrai que, par exemple, Philby, le célèbre espion, donc, qui a été recruté, un Britannique qui a été recruté par les Soviétiques, a eu un peu une jeunesse comme la vôtre, c'est-à-dire un père distant, et lui, donc, a choisi une autre voie. Est-ce que vous, dans la mesure où vous avez eu à peu près la même enfance, est-ce que vous ne pourriez pas être aujourd'hui indulgent à son égard? Non, je suis très reconnaissant pour cette question parce que Philby était pour moi une sorte de Méphistophélès. Méphistophélès? Oui, absolument. Pendant une grande partie de ma vie, parce que j'ai souvent pensé que grâce à Dieu, j'ai pris l'autre direction. Peut-être je suis devenu traître littéraire. Mais vous savez, Philip Knightley, c'était un journaliste, c'est un journaliste anglais. Il a visité chez Philby avant sa mort. Et il a demandé à Philby qu'est-ce qu'il pense de moi.
Et Philby a répondu, il ne m'aime pas et j'ai le sentiment qu'il sait quelque chose à l'égard de moi. Je ne sais pas ce que c'est. Et ce que j'ai su, c'était l'effet d'un tel père sur la jeunesse, sur les expectations, les attentes qui plus tard dans la vie, qui sont le résultat de vivre dans l'ombre d'un tel homme, d'un tyran. D'un tyran. D'un tyran et d'un escroc, qui était aussi le père de Philby. Oui. 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 Vous avez dit aussi dans ce même livre que le monde secret attire particulièrement les gens dont, je crois, je ne sais pas si j'arrive à le traduire en français, dont les amarres sont lâches. Loosely anchored. Oui, oui, et oui. que parce que justement ils ont ce sentiment de ne pas appartenir à une société, à une famille, etc., que le monde secret devient leur famille. Oui, et oui, par oui. la suite, je crois que vous vous êtes retourné contre cette famille. Parce que dans tous vos livres, cette famille-là, vous n'êtes pas tendre avec elle. Non, 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 je ne suis pas. Alors, c'est surtout un pur espion. C'est dans Un pur espion que John le Carré a raconté, a réglé ses comptes avec son père et avec sa famille, qui est un roman d'une certaine manière autobiographique. Mais Catherine David, une question. Oui, moi je pense que quand on est élevé dans le secret, on a un rapport très ambivalent et très compliqué avec le secret, c'est-à-dire qu'en même temps, on le déteste parce que c'est ça qui rend la vie impossible, et le mensonge et tout ce que ça, toutes ces choses qui vont avec. Et puis en même temps, il y a une fascination, il y a une sorte de plaisir comme ça, la clandestinité. Vous avez fouillé dans les tiroirs de votre père, vous avez fait des choses qui vous a obligé à faire, en somme. Oui. Et je pense que dans votre œuvre, le secret joue un rôle absolument fondamental, et que, en réalité, vous êtes un des rares écrivains qui se cachent plus derrière leur œuvre qu'ils ne se montrent. C'est-à-dire, en général, quand on écrit, quand on croit que les écrivains, en tout cas, écrivent pour se dire quelque chose d'eux-mêmes. Et vous, je pense que vous écrivez pour cacher quelque chose de vous-même, ce qui, d'une certaine manière, revient au même. Vous êtes d'accord sur cette... Oui, je suis d'accord. Et vous savez, J'espère qu'on en apprendra les un peu plus ce institutions soir. que nous choisissons sont normalement les substituts des parents, de mère et père. Et si on n'est pas très bien ancré, on a la même relation entre amour et haine. Ouais. Oui, Philippe Labro. Tout de même une énorme différence, n'est-ce pas? C'est quand on parlait de Philby. Bon, Philby est donc l'homme qui a trahi la Grande-Bretagne et les services secrets. Et vous avez été vous-même un espion au service de la Grande-Bretagne, et vous n'avez pas trahi, en d'autres termes, vous êtes un patriote, car vous n'êtes pas allé simplement dans les services secrets à cause de votre passé familial. Peut-être aussi était-ce pour, pardon d'utiliser un mot aussi pompeux, servir votre patrie. Oui, mais j'ai compris la tentation de faire encore un saut et de trahir ce qu'on a embrassé. Oui. Mais quand on est un jeune homme et qu'on appartient au service secret, ça doit être très fascinant d'être au-dessus des lois et au-dessus de la morale. Oui, et de se sentir spécial. Oui. Il y a aussi des gens fascinants qui entrent dans les portes de ce monde. Il y a des gens brillants aussi. Mais ce qui est normal, c'est la médiocrité. Mais c'est un monde de fantômes, en réalité. Les bureaucrates, un je veux monde de dire. fantômes. Pas les agents, mais les bureaucrates, les gens qui sont dans le cirque, qui sont dans la maison, qui et tirent les parce qu'ils ficelles dans l'ombre. Ce sont des fantômes, ce sont des... Et parce qu'ils sont en huis clos. Ils sont gris, ils sont des hommes en gris, comme vous dites. Oui, les hommes en Vous gris. dites que ce qui est important actuellement, c'est de tuer l'homme en gris qui somnole en chacun de nous. J'avais toujours l'impression que ces gens-là, justement, sont toujours en représentation et qu'ils ne sont vrais que quand ils sont entre eux. Oui. Et que quand ils sont entre eux, ils sont tout à fait différents. Oui. Et beaucoup plus durs, d'ailleurs, et cyniques. Et c'est ce que vous, d'ailleurs, vous montrez à travers vos livres, même les premiers. Je crois que vous aviez à la fois une fascination pour ce monde et une certaine répulsion aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Très bien.
Alors, on va passer au roman, au livre de John le Carré. Est-ce Et que Catherine je peux David. poser une dernière Oui. question. Je voulais vous dire, il me semble que à travers toute l'œuvre, j'ai un trou. Pas grave. Oui, que le thème principal de votre œuvre, finalement, c'est le combat des agents appartenant à une démocratie occidentale contre les agents d'un pays totalitaire. Oui. Or, le grand problème qui se pose à eux, constamment, c'est de savoir quelles méthodes ils vont utiliser. Est-ce qu'ils vont utiliser les méthodes de leur adversaire ou est-ce qu'ils vont garder les mains propres et être moins efficaces? Oui. Or, ce qui se passe finalement, c'est qu'ils ne cessent de dire qu'ils se reconnaissent dans leur adversaire, qu'ils sont pareils parce qu'ils font les mêmes choses. Ils emploient les mêmes méthodes. Ils emploient les mêmes méthodes Oui. et finalement ils font la même chose, c'est-à-dire ils justifient la fin par les moyens par la fin qu'ils ont. Oui. Et je pense que ce thème, finalement, vous donnez une réponse très, très pessimiste à cette question morale. Oui, c'est la question impossible, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans la défense de la démocratie que la démocratie reste une institution qu'il vaut défendre. Voilà. Oui, c'est c'est presque impossible. Oui. Oui. On a l'impression C'est un point très actuel. que vous avez quand même pris très au sérieux cette expression française. C'est un sale métier, mais je le fais salement. Oui, Parce que finalement, entre Karla, le personnage soviétique qui a été la trame d'au moins 3 de vos livres, et les autres, Smiley et le reste, il n'y a pas tellement une grande différence. Est-ce que vous voyez une différence entre un côté et un autre dans leur technique, dans leur façon d'agir, dans leur morale. terrorisme, dans leur absence de morale? Non, Est-ce qu'il peut y en avoir une? Et à la fin de la carrière de Smiley, comme je l'ai décrite, c'est vrai qu'il se déteste, Smiley, parce qu'il a gagné avec des méthodes qu'il déteste. Mais il faut dire que dans la lutte entre Smiley et Karla, la morale était en tout cas dans le camp de l'Ouest. Oui. Nous tous savons maintenant que c'était un empire effroyable qui est maintenant, grâce à Dieu, Qui se désagrège. Oui. Oui. Alors, les actions de Smiley étaient justifiées, mais éthiquement et moralement dégoûtantes. Alors, Catherine David, dites-nous en quelques phrases pourquoi les romans d'espionnage de John le Carré dépassent de beaucoup le genre et relèvent de la littérature. Ah oui, ça, bien entendu. C'est une question très importante parce que enfin, il faut rappeler qu'à l'époque où l'espion qui venait du froid est sorti, il y avait, je ne sais pas, sur le marché, peut-être 250 romans d'espionnage cette année-là, et puis qu'il y a un roman qui est sorti et que tout le monde a lu et dont tout le monde se souvient, et qui a été écrit après la vision qu'a eu John le Carré de la construction du mur de Berlin. Et alors c'est d'autant plus émouvant évidemment de le voir aujourd'hui, puisque le mur n'existe plus, puisqu'il a commencé son œuvre en quelque sorte au pied du mur. Voilà. Alors, on passera d'ailleurs un extrait du... Oui, À une réserve près, pardon, c'est qu'il y avait eu 2 autres livres qui étaient sortis avant, que les gens n'ont pas tous lus, moins connus, que je trouve très remarquables, qui se passent d'ailleurs à Londres et dans la banlieue londonienne, et qui déjà donnaient les qualités qui font, comme vous dites, et comme vous interrogez Bernard, que c'est évidemment absolument pas des romans d'espionnage, ce sont des romans tout court, c'est de la très bonne littérature, c'est-à-dire une rendition de l'atmosphère, une description des caractères des visages, un sens inné du dialogue, et évidemment la construction du récit, c'est-à-dire le scénario qui vous prend et qui vous emmène jusqu'à la fin du livre. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, il me semble, c'est que vous avez choisi le roman d'espionnage, pas seulement parce que vous connaissiez, mais aussi parce que vous êtes aperçu que le roman d'espionnage, c'est une bonne fenêtre sur l'histoire et en même temps un bon microscope sur les âmes. Oui, c'est ça. Exactement. Et ce qui vous permet finalement de raconter tout ce que vous voulez à travers le roman. Mais il y a aussi chez John le Carré cette extraordinaire faculté
de prendre un événement et de l'insérer dans une œuvre qui est une œuvre littéraire. Par exemple, si vous prenez le livre Honorable Schoolboy, comme un collégien, comme un collégien, bon, il a trait, entre autres, à Hong Kong, à la guerre du Vietnam, à la fin de la guerre du Vietnam, au Cambodge, et ces pages-là se lisent sans du tout qu'il soit nécessaire d'être un aficionado des romans d'espionnage. C'est une description, je dirais, surtout ces chapitres sur la fin du Cambodge, elle mérite une anthologie spéciale dans tout ce qui s'est écrit sur cette guerre-là. Est-ce que ça relève du grand journalisme, à la limite, et du journalisme à la Kessel ou à la Mais en fait, il écrit comme on espionne, c'est-à-dire qu'il ne cesse d'observer les détails. Alors, est-ce qu'on peut dire que le roman tel que vous le pratiquez, c'est la continuation de l'espionnage, mais sous une forme divertissante et agréable, et surtout moins dangereuse pour vous? Oui, beaucoup moins dangereuse. Et oui, ce sont des fables déguisées. Oui. Et c'est toujours amusant quand je lis les comparaisons avec l'authenticité. Et ça ne me touche pas du tout parce que je veux être crédible. Oui. Je veux compter. Et si le lecteur devient partie de mon monde, alors c'est achevé. Oui. Et décorer l'histoire avec les détails, c'est pour convaincre, pour lui prendre la main. Oui. Et le conduire avec moi. Oui, d'ailleurs, c'est tellement ça que, bon, nous avons à un moment donné pensé à une série de télévision comme un collégien, vous vous rappelez. Et dans l'histoire, on s'est aperçu que tous ces chapitres sur la guerre du Vietnam et du Cambodge n'avançaient pas du tout l'histoire dramatique. Non. Et pourtant, on ne s'en était pas rendu compte avant, parce qu'on était tellement pris par ça qu'on est amené au Cambodge, au Vietnam et ailleurs, sans du tout se rendre compte que c'est ce que les Anglais appellent un hareng rouge. C'est une distraction pour empêcher le lecteur de trouver la filière. Est-ce que, au fond, le rôle du romancier n'est pas un peu semblable à celui du rôle de l'espion, c'est-à-dire de construire des fables, des mensonges, mais cohérentes? Oui, mais vous savez, les espions font ça aussi. Oui, mais je dis, oui, exactement. Espionner ou écrire un roman, est-ce que ça n'est pas la même chose, d'une certaine manière? Oui, pour moi, c'est la même chose maintenant. C'est observer, faire des fictions, se rendre attrayant, en tout cas, compter, persuader, voler, dissimuler et surtout plaire au maître. Ce sont les lecteurs. Le maître. Oui, les maîtres. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la diversité des lecteurs. C'est-à-dire que quand on parle de John le Carré, il y a toujours quelqu'un, ce sont des gens très différents, des lecteurs, ce vast range of readers. Oui. Pardon. Allez-y. Non, je pense que John le Carré n'est pas vraiment un romancier ni de la guerre froide, ni de l'espionnage. Si vous prenez ces romans, que ce soit les Smiley, que ce soit Un espion parfait, c'est du Dickens. Il y a une cinquantaine de personnages. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnages. D'ailleurs, dans le dernier, il y en a vraiment plusieurs dizaines. Mais Smiley, c'est vrai, c'est votre héros. Oui. C'est vous qui avez rendu célèbre ce nom. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, Smiley, tel qu'il apparaît, au moins dans beaucoup de romans, mais surtout dans les 3 romans qui sont d'ailleurs réédités dans la collection bouquins? Quand j'ai commencé d'écrire au sujet de Smiley, c'était presque mon père. Et maintenant, il est devenu un peu usé, un peu pessimiste. Il s'arrange. C'était vraiment un produit de la guerre froide. Et si on a de la nostalgie pour la guerre froide, on va à Smiley. Mais à ce moment, c'est une ère de l'optimisme, de la créativité, de la passion même. L'avenir est fascinant. Et ce n'est pas le monde pour Smiley. Alors je l'ai abandonné il y a 10 ans déjà, parce que j'étais certain que la guerre froide sera bientôt finie.
et il était pour moi fini aussi. Oui. Oui. Oui, mais c'est un... Bon, pour les gens les Français qui ne nous auraient encore pas lu, il faut dire que Smiley, c'est un peu le contraire de James Bond. C'est vraiment le contraire, parce qu'il est... Hein? La preuve, c'est qu'il est interprété à l'écran admirablement dans la série télévisée qui est d'ailleurs passée sur Antenne 2, je crois bien, par Alec Guinness. Par Alec Guinness. Oui. Qui est un extraordinaire comédien, bien sûr, et qui est le contraire de... Il faut dire aussi que Sean Connery est le héros de La Maison Russie. J'ai vu le tournage, c'est assez extraordinaire. Il dit d'ailleurs beaucoup de choses intéressantes sur John le Carré. Il dit par exemple, oui, il ferait un admirable acteur. Et puis il dit, il est tellement plus spirituel que Ian Fleming. Oh, j'étais terrifié par lui. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que les romans d'espionnage tels qu'on peut les lire, les vôtres, nous montrent des gens, quand même, on n'a pas tellement envie de devenir un agent secret, parce que ce sont des gens quand même qui sont désespérés, qui ne savent pas où est la vérité, qui ne savent pas où est le mensonge, et qui finalement aboutissent à un cul-de-sac et souvent payent de leur vie le mensonge. Alors, si ce n'est pas les leurs, ce sont ceux d'en face, c'est évident. Donc c'est vraiment, nous sommes souvent dans le... c'est pas une Mais là, littérature nous vraiment entrons dans le monde de John le Carré, où d'ailleurs, je crois que finalement, bon, nous allons parler de ce livre aussi, mais ma thèse à moi, si j'ai une thèse, c'est que ce livre aussi, bon, le cadre a changé. Mais en fait, pour les livres précédents, les héros des livres de John le Carré sont des gens isolés, qui sont les victimes à la fois de leur propre service et du service des autres. Ils sont toujours pris dans un étau, et ça, c'est une idée force qui existe dès le premier livre. À propos de Smiley, parce que quand je vous ai rencontré au moment de la publication d'Un pur espion, vous m'avez dit que vous aviez abandonné Smiley et que c'est ça qui vous avait permis d'écrire Un pur espion, qui en fait était un livre sur votre père. Et d'ailleurs, à cette époque-là, vous avez fait des déclarations où vous avez raconté l'histoire de votre père que personne ne connaissait, qui était le grand secret. Et Smiley a eu besoin de disparaître pour... Et pourquoi avez-vous toujours été fasciné par l'Allemagne? Parce que quand j'étais petit, alors j'avais 5 ans, j'avais 15 ans, j'ai refusé de rentrer à la pension anglaise où j'étais élève. Et j'ai dit à mon père, je veux devenir, je ne sais pas, européen, continental. J'ai pris refuge comme un réfugié politique dans la Suisse. Et, vous avez quitté l'Angleterre pour aller en Suisse? Oui, pour aller en Suisse, et je suis allé à l'université de Berne. J'avais alors, 16 ans. 16 ans, oui. Et à ce temps-là, nous avions des professeurs fantastiques, émigrés, juifs pour la plupart, et l'âme allemande, si vous voulez, la culture allemande, était là pour moi à Berne. Et je me suis plongé dans ce monde pour me trouver une autre âme, une autre identité qui n'était ni de mon père, ni de la Grande-Bretagne. Et même quand je suis rentré à l'Angleterre, j'ai affecté un accent allemand. C'était idiot, mais j'étais réfugié dans mon imagination. Maintenant, ça sera un accent français. Hein. Et Édouard Baird m'a dit que vous êtes capable, d'ailleurs en langue allemande, vous la pratiquez si bien que vous pouvez prendre différents accents allemands. Oui. Son accent suisse-allemand est tout à fait extraordinaire, ça je vous assure. Oui. Et alors donc, vous êtes... est-ce que c'est vrai, je crois que vous l'avez dit, Catherine David, c'est que vous étiez à Berlin, enfin vous étiez en Allemagne quand le mur de Berlin a été construit? Oui, j'étais là. J'étais dans l'ambassade britannique à Bonn et je suis allé à Berlin. Et j'étais là pendant la construction du mur. C'est-à-dire le monde était coupé en deux à partir de ce moment-là, et dans tous vos livres, le monde est coupé en deux, jusqu'au dernier. C'est pour ça que c'est un événement tellement... Mais est-ce que c'est le mur de Berlin qui vous a inspiré l'espion qui venait du froid? Je cherchais à ce temps-là un nouveau roman. C'était exactement à ce moment où je suis arrivé à Berlin. Je cherchais la paradoxe pure. Parce que j'étais tellement fatigué par ce monde secret déjà, et j'ai vu se hérisser ce symbole, et c'était pour moi un éclat de lumière, et je suis rentré à
à Bonn et j'ai commencé à écrire. Chaque matin, de 5h à 8h, j'ai écrit. Même quand j'étais à l'ambassade, à midi, je n'ai pas fait les grands déjeuners, j'ai écrit 5 semaines et c'était fini. C'était trop lent et puis j'ai fait des coupages, des coupures. Ouais. Et c'était fini. Ouais. Mais c'était un livre que j'ai écrit avec le rage au corps. La rage. Oui. Ouais. C'était dégoûtant. J'avais, comme tous les rêveurs, j'étais aussi cynique. Ouais. Et j'ai combiné, si vous voulez, l'idéalisme avec ce rage et ce cynisme. Alors, L'espion qui venait du froid vous rend célèbre dans le monde entier. Et M. Martin Pitt, Ritt, c'est ça, pardon, Martin Ritt, en tire un long métrage avec Richard Burton dans le rôle principal. Et alors, c'est aujourd'hui, au moment où le mur de Berlin devient une ruine, il est intéressant de revoir la scène finale de L'espion qui venait du froid. C'est la scène du franchissement du mur par les deux fuyards qui sont joués par Richard Burton et Claire Bloom. Je rappelle que le film date de 1965, L'espion qui venait du froid. Arrêtez. Passez par cette petite porte. Au bout, vous verrez les murs. D'abord, il y a une rangée des barbelés. Un mouchoir vous indiquera l'endroit où vous pouvez passer. Les détachements à placer dans le mur des crampons de fer, jusqu'à une certaine hauteur. Après, à vous de vous débrouiller. Montez les premiers. Quand vous serez en haut, tirez la file. Comment passera-t-elle les barbelés? On les a coupés. S'il arrive quelque chose, si vous tombez ou si vous vous blessez, ne revenez pas en arrière. Au voisinage du mur, on tire à vue. Il faut que vous passiez. Votre ami vous atteindra de l'autre côté. Bonne chance. Et ça va, vite. Voilà. Ben, je ne vais pas vous montrer la fin parce qu'elle est terrible. Elle est terrible. Est-ce que, John le Carré, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous verriez la destruction du mur de Berlin? Ah oui. Oui, certainement, mais pas la destruction de l'espionnage. Ah non, pas destruction. Mais vous pensez qu'un jour vous le verriez? Ah mais si. Ouais. Ah oui. Oh, certainement, dans quelques mois, dans quelques ans, mais oui, ça viendra. Oui, non mais vraiment, non mais pas maintenant, mais, parce que le mur au fond il est détruit d'une certaine manière, même s'il est encore là. Mais je veux dire, toutes ces années dernières, vous vous disiez un jour... Pardon. Oui, c'est ça, je me disais, est-ce que vous pensiez que le mur un jour serait détruit? Non, pas dans ma vie, non, je ne l'ai pas cru, non. C'est extraordinaire. Oui. C'est un moment d'histoire absolument extraordinaire. Nous sommes très privilégiés Vous êtes content de vivre à ce moment, je trouve. Oui. C'est très surprenant. Parce que c'est fantastique de voir ce mur dans le film de Martin Ritt, et de ce coup de voir ce mur qui était... C'est aussi devant le mur que Carla est fait prisonnier. Oui,
c'était à ce moment que Car là, il faut dire, je me suis peut-être, c'est décidé l'espion, de finir la guerre froide. Je voudrais vous demander, vous avez dû, en tant que fonctionnaire, signer une reconnaissance que jamais vous ne divulgueriez des choses secrètes sur ce que vous aviez vu, expérimenté, etc. Si vous n'aviez pas eu cette contrainte, est-ce que vos livres auraient été différents? Non, non. Parce que il faut vraiment pas exagérer. Je n'ai pas fait beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de ces choses. C'est l'imagination qui règle. Et j'aurais peut-être essayé de démontrer l'absurdité, mais c'est très difficile. L'absurdité énorme de beaucoup de choses qui sont faites en secret. Oui. Et je l'ai essayé une fois. Le livre n'était pas très bon. Il s'appelait La guerre en miroir, où j'ai touché sur la comédie de ces choses. Parce que le problème, c'est si on écrit honnêtement, pour la plupart, ce ne sont pas des conspirations, ce sont des erreurs effroyables. Est-ce que vous croyez que, justement, pour reprendre ce livre, cette thèse du livre où, délibérément, quelqu'un est sacrifié pour encourager, justement, la montée ou une rivalité d'une bureaucratie au sein d'un service, est-ce que c'est possible, ce genre de choses? Chez les Anglais, pendant la paix, non. Non, je ne crois pas. Vraiment sacrifier les gens pour gagner des points. Dans une lutte bureaucratique, non. Non, non. C'est un jeu, finalement. Vous en parlez comme d'un jeu. C'est un jeu d'enfants. Ce sont des enfants qui jouent en même temps. Oui. Oui. Et qui, dans leur jeu, ont des conséquences mortelles. Hein. En dehors de l'inspiration donc, de votre propre vie et vos fantasmes d'enfant, certainement, est-ce que vous avez eu une influence littéraire majeure qui vous a poussé vers cette écriture? Oui, je crois, oui. Une expérience, oui, peut-être, où j'ai senti où je me suis vraiment détesté. J'ai fait quelque chose qui était despicable. Méprisable. Méprisable. Oui, mais... Je vous demande pardon, je voulais vous demander quelle a été... Oui, mais c'est extraordinaire, c'est que tout à l'heure, on vous a posé la question pour avoir des réponses de ce genre-là. Nous ne l'avons pas obtenue. Oui. Et tout d'un coup, Philippe Oui. Labro vous pose une question sur vos influences littéraires et nous obtenons la réponse, enfin. Oui, vous savez, je suis un très mauvais espion. On va finir par vous faire parler, enfin. Mettez-vous à table. Est-ce qu'on peut demander quel était cet acte méprisable? Non, il va pas dire. Mais non, simplement, Philippe Labro disait simplement, très simplement, vos influences littéraires. Quels sont les écrivains qui vous ont influencé? Ah, les influences littéraires. Oui. Influenced you. Oh my God. Oui, non, mais c'est très bien parce que grâce à ça, on a enfin su que vous n'aviez pas les mains propres. Influences littéraires, oui, les contes de Somerset Maugham, peut-être, Ashenden, Conrad. Joseph Conrad. Oui, Joseph Conrad. Et Graham Greene, naturellement. Melville, non? Oui, l'Américain silencieux, Quiet American. Américain bien tranquille, oui. Oui, Le Graham Américain Greene, tranquille, qui se passe justement en oui. Indochine. Ouais. Moby Dick. Et Moby Dick, oui, mais surtout les romans du 19e siècle, et Balzac surtout. Donc la comédie humaine. Oui, Donc, donc la comédie humaine le jeu des caractères. Et sa façon d'écrire le Eh bien, détail. je voudrais qu'on en vienne maintenant à la Maison Russie. Philippe Labro, en quelques phrases, présentez-nous, si c'est possible, ce roman assez étonnant. Il est étonnant parce que, évidemment, d'abord, il est prophétique. Hein, il a été écrit alors que la perestroïka et glasnost et l'ère Gorbatchev avaient déjà commencé. Mais ce qui est prophétique, c'est qu'effectivement, je crois que vous l'avez écrit il y a 2 ans maintenant, au fond, il raconte ce qui se passe, d'une part. Mais surtout, il est formidablement bien construit. Et il faut quand même dire en gros ce qui se passe. C'est à Moscou, lors d'une foire de livres, des carnets qui sont transmis par une très belle femme qui s'appelle Katia, une Russe, afin d'être
envoyé à un éditeur, un publisher, enfin un homme qui s'occupe de livres en Angleterre qui s'appelle Barley Blair. Et ces carnets contiennent des textes un peu fous, mais surtout par moments des révélations très précises qui disent en gros le chevalier soviétique est en train de perdre son armure. Meurt dans son armure. Meurt dans son armure. Et en gros, l'Occident ne se rend pas compte à quel point nous, soviétiques, sommes faibles et tout notre arsenal est totalement pourri, gangréné et nous ne sommes pas compétents et la course aux armements est donc un bluff et un mensonge extraordinaire qu'il faut arrêter. Il faut donc faire publier ces carnets qui sont écrits par un personnage mystérieux dont on apprendra qu'il est surnommé Goethe. Parce qu'il est né avec 2 âmes comme Faust. Oui. Comme Faust. Et le manuscrit passe donc à l'Ouest, grâce à cette jeune femme qui, évidemment, est en danger en faisant passer ce manuscrit. Et il tombe entre les mains des services secrets britanniques, qui convoquent et qui découvrent l'éditeur à qui il était destiné, et qui se rendent compte qu'ils ont, comme on dit en anglais, une patate chaude entre les mains, que c'était extraordinaire, et qui n'arrivent pas à croire que ça ne soit pas fortuit, qu'il n'y ait pas autre chose derrière, qu'il n'y ait pas les fameuses combinaisons. Est-ce qu'il n'a pas été écrit exprès par le KGB pour leurrer l'Occident? Donc on commence déjà... Donc on envoie le fameux éditeur. Les fameuses constructions en spirale, et cet éditeur est renvoyé en Union soviétique pour entrer en contact avec l'homme qui a écrit ce livre et qu'il avait d'ailleurs rencontré quelques années auparavant. Et pour essayer d'établir un lien avec lui et pour enfin apporter aux Américains qui rentrent dans l'affaire, car évidemment la course aux armements c'est essentiellement les États-Unis, une réponse. Donc voilà 3 personnages clés. Hein. Barley Blair, ce merveilleux personnage britannique, joueur de saxo, alcoolique, qui aime les femmes, mais qui est solitaire, qui est malheureux et qui, en fait, est à la recherche d'un amour. Cette femme, Katia, superbe, car c'est un personnage de femme très important et je crois que c'est une des caractéristiques de ce livre et qui peut-être une des raisons de son succès, en dehors de sa merveilleuse écriture, c'est qu'il y a, je crois, véritablement le premier grand personnage féminin dans l'œuvre de John le Carré. Et Goethe. Ah non, il y en a d'autres. Oui, mais enfin, celui-ci me semble... non. Enfin, bref. Bon, ça va. Et puis il y a Goethe, ce savant à la fois lyrique et délirant, et en même temps très très lucide, qui dit la vérité, qui dit tout ça ne sert à rien, essayons d'être un petit peu... Arrêtons de faire la recherche scientifique et faisons de la recherche sur la nature humaine. Il faut détruire la destruction. Voilà, alors donc notre éditeur retourne à Moscou et ce qui va se passer là, bien entendu, on ne va pas le raconter, parce qu'il ne se passe pas ce qu'on croit qu'il va se passer, bien évidemment. Bon, et alors c'est remarquablement agencé, construit de façon telle que vous ne pouvez pas lâcher le livre, et il y a, entre autres choses, une très très belle histoire d'amour. Voilà. Alors, non, ce qui est vrai, c'est que c'est un roman d'espionnage, c'est un roman d'amour et c'est un roman politique. Oui. Alors, prenons d'abord le roman d'espionnage. Oui. C'est vrai que comme dans tous vos romans, il y a des masques, des trahisons, des pièges, des mensonges, et on ne sait jamais si celui qui parle dit vrai, et on ne sait pas si celui qui parle n'est pas en train de vous tendre un piège mortel. C'est toujours ça, l'espionnage. Oui, oui. Et ce document dont parlait Philippe Labro, c'est qu'on ne sait pas si, au fond, c'est un faux ou s'il dit vrai. Et comment le savoir quand on habite de l'autre côté? Mais une histoire comme ça, qui est fabuleuse, comment vous l'avez sortie de votre imagination ou il y a quelque chose de vrai que vous avez pris quelque part? Il y avait une histoire de vrai, c'était l'histoire de Penkovsky, un savant militaire chez le Kremlin, qui a essayé, je crois, pendant 2 ans, de trahir son pays. Il est allé jusqu'au bout, à une réunion de cocktail, il s'est approché des attachés des ambassades, il a dit j'ai des secrets pour vous, et tout le monde a dit quoi? Non. Et à la fin, il a trouvé un pauvre Anglais qui s'appelait Greville Wynne, qui n'était pas du tout espion, mais il l'a cru. Et il lui a donné des secrets extraordinaires qui ont aidé à Kennedy pendant la crise de Cuba, qui l'ont aidé vraiment de savoir que les Russes ne pouvaient pas gagner une guerre nucléaire. Ouais.
Ah oui, donc vous êtes parti de quelque chose de vrai, Oui, et à partir de là, votre imagination... Oui, et j'ai rencontré par hasard un ancien membre de l'intelligence service qui m'a dit qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant si c'était de désinformation délibérée, etc. etc. oui, exactement. Alors, il n'existe pas la vérité. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas encore aujourd'hui. On ne sait pas, peut-être on sait maintenant, mais il y a 5 ans, Le problème, c'est qu'on est à l'ère de la su. transparence et Oui. que le secret prend de plus en plus d'importance parce que ça devient en plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité. Oui. Il y a une autre caractéristique de la maison Russie, c'est que ça se passe en très grande partie en Russie, à Moscou. Et ce qui est très intéressant, c'est que John le Carré est allé pour la première fois de sa vie il y a très peu de temps. Oui, oui, oui. Alors, vous êtes allé quand? Mais attendez, pendant que vous publiez vos autres romans, vous étiez traîné dans la boue en URSS. Vous étiez considéré comme un suppôt du capitalisme, comme un adversaire résolu. Oui. Pourquoi vous ont-ils invité il y a 2 ans? Alors, j'ai stimulé l'invitation. Ah, vous l'avez stimulé. Au commencement, ils ont dit oh, vous êtes fous, jamais. Alors, l'attaché culturel à l'ambassade soviétique à Londres m'a dit après que je suis allé, si vous pouvez aller, tout le monde peut aller. C'est ridicule. Mais soudainement, ils ont dit oui, et je suis allé à Sheremetyevo, à l'aéroport de Moscou, et le chef de l'Union soviétique des écrivains était là. Il m'a embrassé 3 fois, et j'étais là. Je suis arrivé. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que ça vous a quand même formidablement séduit. Peut-être parce que justement vous y pensiez depuis si longtemps, vous en parliez depuis si longtemps. Mais on a l'impression qu'il y a un coup de foudre de votre part, John le Carré, pour Moscou et pour les gens, les êtres humains, les Russes, hommes et femmes. Oui, c'était fascinant, c'était très excitant. Et personne ne savait à ce temps-là si la perestroïka était vrai, était de la désinformation, c'était une grande conspiration, etc. Et il y avait des journalistes américains et des hommes d'État qui ont dit non, c'est énorme mensonge. Et je voulais savoir d'abord si c'était vrai. Toujours la même chose. Si c'était vrai. Et vous qui promettez toujours Par d'être exemple, sincère, est-ce que vous pensez que Gorbatchev est sincère? Oh mais si, absolument. Plus que vous, peut-être. Est-ce que vous avez, par exemple, vous êtes allé dans un de ces appartements que vous décrivez, où les gens vivent 4 dans une pièce, plusieurs. vous avez pris des notes constamment ou de temps en temps. Comment ça se passe quand on est en train de... Je suis rentré à l'hôtel et puis j'ai écrit des notes, oui. Mais enfin, vous saviez que l'hôtel était quand même surveillé, qu'il y avait des micros dans votre chambre et que vous étiez suivi tout le temps. Mais j'assume que ça arrive toujours. Et vous êtes allé dans le village où est enterré Pasternak, que vous décrivez dans le roman. Dans quel village? Le village des écrivains. Peredelkin, oui, ça, j'étais là. C'est une description très intéressante. C'est un endroit... Alors, tout de même, les Américains, ils vont un peu fort quand ils disent que votre voyage, d'une certaine manière, en URSS, vous a retourné. Et que alors là c'est quand même un peu fort. Même si vous avez été séduit par les Russes, vous faites quand même une critique très acerbe et très parfois violente de la vie en URSS. Vous savez, un roman, comme un personnage, il s'agit de les possibilités, de la caractère, de l'histoire. Ce que j'ai vu tout de suite en Russie, c'était le fait que tout était changé. C'était la fin de la peur chez les gens, déjà. Et je sentis un monde en mouvement. Et j'étais très séduit par les possibilités de l'avenir, par le fait que dans ma vie, ça va tout changer. Alors, l'avenir est très dangereux, sans doute, mais il y a des possibilités créatives pour nous tous. Oui. Et c'était fascinant et j'étais passionné par ça. Oui. Mais je ne suis pas naïf. Ce qui est naïf, c'est de penser que
les slogans du passé nous serviront dans l'avenir. C'est fini. Oui. Ça, c'est réaliste. Non. Et pour être réaliste, il faut aussi être idéaliste à ce moment. Ce qui est étonnant, John le Carré, c'est que donc, Philippe Labro le rappelait, vous avez écrit ce roman il y a 2 ans. Oui. Et donc il y a 2 ans, il ne se passait pas évidemment les choses que nous savons aujourd'hui. Et vous avez donc cru en la glasnost et en la Oui. perestroïka. Oui. Oui. Et dans ce roman, vous analysez les changements dans la vie des espions, notamment dans les relations que pourraient apporter cette glasnost et cette perestroïka. C'est ça qui est étonnant. Au fond, j'ai envie de dire, mais vous me reprenez si je me trompe, vous dites à ce moment-là, il y a 2 ans, la guerre froide devient beaucoup moins froide, donc les agents secrets ne vont plus se comporter comme au temps de la guerre froide. Oui. Est-ce que c'est vrai? Non. Ce que si j'ai compris votre question correctement, j'ai une grande peur que notre bureaucratie, que notre mentalité ne se changera assez vite pour que nous nous adressons au changement inévitable, que nous avons nous-mêmes une nostalgie pour la guerre froide que j'ai remarqué chez mes lecteurs et chez les critiques. Et que vous avez Où est exploité. Smiley? Où est le mur? Oui. Où est Est-ce que vous croyez vraiment que la glasnost est là pour toujours? Est-ce que vous ne pensez pas que même maintenant, 2 ans après l'écriture de votre livre, que la possibilité, par exemple, d'un véritable coup d'État militaire soviétique est à écarter complètement et que les conséquences de cela pourraient être immenses? Je crois que c'est bien possible. Ça pourrait être terrible, mais ça ne sera pas la même chose encore. Nous devons être tolérants parce que les Russes ne comprennent pas du tout la démocratie. Ils font les expériences maintenant, mais ils n'ont pas, comme les Français, comme les Anglais, une jeunesse déjà pour la démocratie. Comme M. Mitterrand a dit, ils n'ont pas l'habitude de la liberté quotidienne. Et à cause de ça, il y aura peut-être des révolutions, des contre-révolutions, des luttes entre les minorités, des luttes contre les slaviques, etc. Mais tout ça, c'est bien possible. Mais ça va changer. Ça va changer. Ça ne restera pas la même chose. Philippe Labro, Il nous faut de l'imagination. Et ça change quelque chose aussi dans nos pays. Je pense que ça change quelque chose de façon presque aussi importante chez nous. Et c'est ça que vous montrez dans ce livre. Vrai, Ce que vous décrivez, qui est passionnant, c'est la confrontation entre les Américains, les bureaucrates américains, et donc ce document qui est apporté. Et on se rend bien compte, ce que vous venez de dire, que les Américains, que vous décrivez d'ailleurs de façon très ironique et très cruelle, hein, je ne sais pas comment ils vous ont reçu là-bas, mais... Mal. La CIA n'est pas bien vue. Hein. Non, je suis diplomate, c'était dos à dos. C'était les hommes en gris, vous savez, les hommes en gris. bureaucrates. Les Les hommes en gris américains. Les experts. Les experts. Alors, oui, je voudrais... Oui, ça, c'est ce que dit Goethe. Ouais. Goethe, qui est le physicien soviétique, et qu'il dit à l'éditeur un jour, je voudrais lire ça, parce que ça, c'est très fort. Les experts, c'est-à-dire les hommes en gris, sont des fanatiques. Ils ne résolvent rien. Ils sont à la solde du système qui les emploie. Ils le perpétuent. Quand nous nous ferons torturer, ce sera par des experts. Quand nous serons pendus, ce sera par des experts. Quand le monde sera détruit, ce ne sera pas par des fous, mais par de sages experts et par l'ignorance incommensurable des bureaucrates. Ça, c'est ça. Et c'est vrai aussi bien d'un côté comme de l'autre. Ah oui, que de l'autre, parce qu'en fait, les Américains ne veulent pas croire à ce document. Non, c'est très difficile. Pourquoi aussi? Parce qu'ils veulent que la course aux armements continue, parce que ça enrichit le complexe militaro-industriel américain. C'est très clair dans les chapitres américains. Et ça justifie le matérialisme extraordinaire. Voilà. Mais, donc d'un côté, la loi de l'argent, de l'autre, le totalitarisme. Je reviens au roman de John le Carré. Tout de même, je ne vais pas raconter la fin du roman, mais tout de même, il y a cette question, vous laissez entendre qu'aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a plus la guerre froide, eh bien, un agent secret hésitera à sacrifier sa vie, hésitera à sacrifier la vie de la femme qu'il aime, des enfants de cette femme, pour
une cause, une raison d'État qui est moins pressante qu'avant pour une idéologie qui n'existe plus. Oui, exactement ça. C'est ça qui va changer. Oui, c'est ça qui va changer pour nous tous. Ben oui. Les attitudes convenables du passé ne sont plus valables. Et même les attitudes héroïques. Et même les attitudes héroïques. Et les adversaires ne sont plus les mêmes. Les adversaires, maintenant, c'est vraiment les hommes en gris et les Oui. autres, alors qu'avant, c'était un pays ou un bloc contre l'autre. Oui, et Vous savez, pardon de vous interrompre, mais il y a aussi... un héros n'existe pas sans ennemi. Il est dignifié par son ennemi. Qu'est-ce que vous pensez de cette tentative de la KGB de se montrer normale, ouverte? Dégoûtant, effroyable. Ces gens, ils doivent cacher la tête en shame. De honte. D'honte. Ils ont fait des choses terribles. Et de se présenter maintenant comme des Pères Noël, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Oui. Non, je crois qu'il faut aussi dire qu'il y a des scènes extraordinaires qui feront d'ailleurs certainement l'objet d'une adaptation cinématographique passionnante. C'est cette scène où donc l'éditeur anglais et la jeune Katia se retrouvent dans une chambre et savent très bien qu'ils sont écoutés et donc se racontent un moment très très dramatique où on a l'impression qu'ils sont sur le bord de la catastrophe en se l'écrivant. C'est une scène superbe. Moi, je voudrais vous apporter un tout petit témoignage du tournage du film. Alors c'est ça. Donc, attendez une seconde. Donc très vite, ce film, on a tourné. Qui tourne le film? Fred Skepsey, qui est un Australien, est en train de le tourner avec Sean Connery et Michelle Pfeiffer. Et ce film sera montré en Union soviétique. Ce n'est pas une coproduction, mais il y a une société qui a acheté les droits. Ils veulent sortir le film en même temps que le roman, etc. Et la KGB a eu seulement une requête. Au milieu du tournage, ils ont dit « Vos walkie-talkies embrouillent nos communications, il faut les enlever. » Et c'est à peu près tout. Et c'est assez intéressant parce que dans le scénario, et tiré directement du livre, il y a des échanges qui sont quand même très durs entre Katia. Ce que dit Katia, elle dit... les gens, notre système se caractérise par la corruption et l'inefficacité et le héros anglais qui est joué par Sean Connery dit mais vous n'avez pas peur de dire ça à voix haute? Et elle dit mais non, ça fait partie de notre nouveau truc. Nous avons maintenant la liberté de tout critiquer, mais bien sûr ça ne crée pas des saucisses nouvelles. Et tout ça c'est assez étrange de penser que les soviétiques vont voir ça. Alors, on est passé un peu rapidement enfin je le rappelle, c'est aussi un roman d'amour parce qu'il y a ce personnage superbe de Katia. Ce qui est intéressant, c'est que l'amour dans ce roman fausse complètement le jeu politique. C'est ça. Ben oui, je trouve ça formidable et on voit que ça lui fait très plaisir cette idée. Il est fou de joie. Oui, non, mais parce que vous considérez dans ce livre, peut-être pour la première fois, que l'amour pour un agent secret devient quelque chose de plus important que l'idéologie. Oui, mais j'ai essayé modestement de dire plus que ça, que peut-être dans l'avenir, l'amour sera valable. Nous étions enterrés avec cette haine pendant 40 ans, plus long peut-être. Et nous nous sommes accoutumés à une sorte de stérilité émotionnelle vis-à-vis d'autres pays et d'autres gens. Nous avons préparé la destruction effroyable de ces gens. Et inversement. Oui. Et maintenant, je voulais dire, la responsabilité individuelle est rentrée et parmi nous. Oui, mais est-ce que en disant ça, vous ne devenez pas un peu, excusez-moi, naïf et angélique? Je voudrais dire quelque chose à propos de l'amour. Qui répond de ça? Non, pardon. Mais ça sera... Peut-être ça appartient à ma perestroïka personnelle, mais à ce moment, les sentiments individuels valent beaucoup.
C'est ça, Catherine David. Je crois que l'amour est la seule situation dans les romans de John le Carré qui échappe quelquefois à la trahison, au mensonge, à la duplicité. Oui. Et ça, c'est déjà dans d'autres livres, je pense. Alors, il y a une autre qualité des romans de John le Carré, mais là, pas seulement dans celui-ci, dans les précédents, c'est l'humour. Moi, quand même, je me dis que la première qualité pour devenir un agent secret dans un roman de John le Carré, c'est pas la patience, c'est pas le courage, c'est l'humour. Hein? Merci. Ben oui, mais enfin, c'est difficile quand même d'avoir autant d'humour que tous vos... Je vous leur en prêter quand même beaucoup, j'ai l'impression. Hein. Oui, vous savez, les services secrets sont aussi des cabarets. Et ils attraient des gens très amusants. Ah oui. C'est pour ça, si on est attrayant, on peut attirer les agents potentiels. Oui. On peut persuader. Oui. Je voudrais lire trois choses. Par exemple, là, se passe à Moscou. Une semaine auparavant, là sont des gens qui habitent Moscou. Leur balcon s'était effondré, tuant un policier et un chien. Et les petits malins de l'immeuble avaient proposé de faire une collecte pour le chien. Et ceci, alors qu'il est de vous, vous dites d'un personnage, il avait l'âme d'un vendeur, mais personne ne savait qu'il l'avait vendu. Oh, mais il y a des phrases formidables. La phrase sur le désarmement, quand il dit si les Américains s'étaient donné autant de mal pour le désarmement que pour envoyer un pauvre type sur la Lune ou coller des rayures roses dans l'antifrice, on l'aurait depuis longtemps, le désarmement. Oui, mais alors, est-ce que précisément, est-ce que ça n'est pas une phrase un peu, je dirais, un peu angélique aussi? Est-ce que... Provocante. Provocante, Dites oui. aussi que le désarmement n'est pas une question politique. C'est une question politique parce que vous savez, la politique commence avec la volonté. On crée les ennemis qu'on cherche dans la vie. Nous avons créé le Satan bolchevique. Maintenant, il est disparu. Il n'est pas disparu, mais il est dispersé partout. Hein. Oui, Oui, c'est lui qui s'est créé quand même. Mais alors, quel est l'avenir des services secrets? On va s'espionner entre alliés beaucoup plus qu'avant. Ed, Smiley dit toujours je crains beaucoup mes ennemis, mais je ne crains pas mes ennemis, mais je crains beaucoup mes amis. Est-ce que c'est à ce sort-là que nous sommes réduits? je vous fais une promesse que si les politiciens parlent la vérité, s'ils abjurent l'agression, s'il y a la paix partout dans le monde, moi, je n'écrirai plus de romans d'espionnage. Alors, on va lire encore beaucoup de livres de vous. Oui, mais enfin, les services secrets vont continuer. Il y aura toujours des espions, c'est évident. Heureusement, d'ailleurs. Oui, mais très sérieusement, vous avez dit, je crois un jour, je ne sais pas si c'est dans un livre ou dans une conversation, vous avez dit on s'attaque toujours d'une manière dure à des cibles mous. Il est dans l'intérêt des services secrets d'être très dur avec des gens qui ne savent pas se défendre. Oui. Donc, ça va empirer, ça, puisque le grand Satan n'existe plus. Que vont faire les services secrets? Les gens, déjà dans le livre de Peter Wright, on apprend que les Anglais ont espionné, ont posé des écoutes à l'ambassade de France, il n'y a pas si longtemps, etc. Est-ce que ça va empirer, ça? Est-ce que ça sera continuer? Ils vont fabriquer du secret, en somme. Ils vont fabriquer du secret parce qu'ils ont besoin du secret pour justifier leur et existence. vous savez, à ce moment, Madame Thatcher essaie de améliorer les secrets, les services secrets. D'étendre la notion du secret, de limiter secrétie gouvernementale. Oui, de limiter Ce qu'on n'a pas dit, c'est l'explication du titre, la maison Russie. Il ne s'agit pas de l'URSS. Hein. Non, la maison Russie, c'est une petite maison, vous m'arrêtez si je me trompe, de l'ère victorienne, située quelque part dans Londres, où se trouvent les spécialistes des services secrets britanniques qui s'occupent du dossier russe, et en particulier de ce dossier-ci. Ouais. Et c'est là qu'ils suivent par satellite, avec des moyens technologiques très précis, tout ce qui se passe à 5000 km de distance lorsque l'éditeur anglais va au contact. Oui. Alors, cet éditeur, il a toujours un harnachement pour écouter tous les autres, c'est-à-dire qu'il enregistre tout. Je me demande d'ailleurs, il doit bien arriver des fois où des agents secrets se trouvent l'un avec l'autre et ils s'enregistrent l'un l'autre, sans le savoir, absolument. Oui. Et hier, quand je suis allé vous voir chez votre
votre éditeur Robert Laffont, je me suis demandé si j'allais pas mettre sur moi quelque chose pour vous enregistrer, que j'aurais sorti aujourd'hui. L'idée me plaisait assez, de vous piéger. Et puis finalement, j'ai pas su bricoler, enfin, mais ça m'aurait bien plu. John le Carré, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais quand même une ou deux questions générales. Est-ce que vous recevez des fois la visite d'agents secrets ou d'anciens agents secrets qui viennent vous raconter des histoires pour que vous puissiez vous en servir? Non, non. Jamais. Je n'ai plus de contact avec de tels gens. J'ai rencontré, par exemple, en Israël, des membres du Mossad et de temps en temps, je visite un ancien collègue, mais nous ne discutons jamais des affaires secrètes. Non, mais des jeunes, par exemple, qui pourraient spontanément, en disant John le Carré a beaucoup de talent et je vais aller lui raconter ce qui m'est arrivé. Oui, mais ça arrive avec chaque écrivain, je crois. Les gens sont d'une indiscrétion effroyable. Ah oui. Et c'est d'autant plus effroyable que j'ai cru comprendre que vous étiez un homme, et vous le disiez à Jacques Pierre-Hamel dans Le Point, qui vous a interviewé, qui est allé vous voir, que vous étiez un homme qui, en fait, aime être seul. Oui, c'est vrai. Mais la création, c'est quelque chose de solitaire. Il faut avoir des compagnons, mais pas trop, et pas trop. Et toi, pour tous. John le Carré, dans le journal de 20h, d'Antenne 2, tout à l'heure, Christine Ockrent a diffusé un petit reportage qui était très bien fait, très drôle et malicieux, où on interrogeait des écrivains sur les effets de la glasnost et de la perestroïka sur le roman d'espionnage. Ouais. On interrogeait des romanciers. Et je ne sais plus qui a dit, mais peut-être, et très sérieusement, a dit, mais la chose importante, c'est que si cela continue, ce sont les archives qui vont s'ouvrir. Alors, est-ce que vous n'allez pas, vous, avec quelle que soit votre imagination, être débordé par des histoires vraies qui vont être révélées par l'ouverture des archives? Oui, je crois que c'est bien possible, mais vous savez, le devoir d'un écrivain, c'est de complimenter la réalité, de l'expliquer, d'offrir une création parfaite. Alors, la vérité n'existe jamais dans les archives, la vérité entière, la vérité humaine, pas de tout. Oui. Sauf que dans les archives, on trouvera peut-être enfin la chose méprisable qu'a fait John le Carré. Ah, la chose méprisable. Bon, et ma dernière question, John le Carré, vous qui avez été un agent secret et qui êtes un romancier, donc vous êtes au fond 2 fois le spécialiste de la vérité fausse et du mensonge vrai. Puis-je vous demander, au cours de cette émission, combien de fois vous nous avez menti? Une fois. Oh, c'est pas mal. Une fois. C'est pas grave. Oui, mais vous ne direz pas quand. Oh non, non. Ça serait le 2e mensonge. Bien. Merci pour votre cravate et surtout merci d'avoir tenu cette promesse qui nous a fait grand plaisir. Alors bon, maintenant, donc évidemment, il faut lire La Maison Russie, ça va de soi. Si vous voulez trouver ce personnage, retrouver ce personnage qui s'appelle Smiley, qui est vraiment le grand personnage John le Carré, vous pouvez, dans la collection bouquins, lire La taupe comme un collégien, les gens de Smiley. Et d'autre part, alors on vous a montré à un certain moment les romans que vous pouvez trouver comme ça dans leur édition normale, comme La petite fille au tambour ou Le miroir aux espions, ou bien Un pur espion, qui était l'avant-dernier, qui est aussi un des chefs-d'œuvre de John le Carré. Et puis vous pouvez évidemment vous procurer ses œuvres en livre de poche. Alors L'espion qui venait du froid est dans la collection Folio, et tous les autres, enfin presque tous, sont dans la collection de livres de poche. Voici Comme un collégien, Le miroir aux espions, Les gens de Smiley. Je garde celui-ci pour la fin, Pur espion, La petite fille au tambour, Un amant naïf et sentimental. Alors celui-ci est dans la collection 10-18, c'est une petite ville en Allemagne. Et puis La taupe, c'est dans celui-ci qu'il parle de Philby, mais évidemment c'est un roman clé. Et puis
Ce qu'on ne sait pas, les Français ne savent pas, c'est qu'avant de devenir célèbre en publiant L'espion qui venait du froid, vous avez publié 2 romans dans la série noire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais vous n'avez pas parlé de la série noire, je ne me semble pas. Alors, il y en a un qui s'appelle Chandelle noire. C'est le titre, je suppose. Oui. Chandelle noire, bon. Et il y en a un autre, mais je ne l'ai pas. L'appel du mort. Call from the Dead. L'appel du mort. L'appel du mort. Adapté au cinéma avec Simone Signoret et Maximilien Schell dans le film. Oui. Très bien. Et voilà, donc on peut se procurer. Je veux dire, je ne l'ai pas lu et je vais le lire parce que j'ignorais complètement l'existence de 2 romans dans la série noire de John le Carré. Dans quelques nouvelles du 36-15 Code à Poste, la dictée de la finale des championnats d'orthographe, vous le savez, aura lieu samedi en 8. Alors, à Poste vous propose les annales complètes des championnats, des nombreux tests, les dictées, les exercices, et puis aussi le jeu du mot juste qui vous permet de tester vos connaissances avec quelques grands textes d'écrivains. Et si vous répondez bien, vous avez de très nombreux livres à gagner. Merci, John le Carré. Je vous remercie, moi. Thank you. Et bonsoir à tous et à la semaine prochaine.